Donc, concernant l'organisation de la Coupe du Monde 2026, il y a des choses fondamentales officielles. Évidemment, le premier élément qui est très important, c'est qu'on va passer de 32 à 48 équipes. C'est-à-dire en 2026, il y aura 48 équipes et évidemment avec toutes les conséquences en matière d'organisation. Donc au lieu de 10 stades, ça serait 16, etc. etc. Le deuxième élément fondamental, c'est que la Coupe du Monde ne pourra pas être organisée dans les deux continents qui ont organisé les deux éditions précédentes, c'est-à-dire l'Europe qui a organisé en 2018 et évidemment l'Asie qui va organiser en 2022. Le troisième élément fondamental, c'est que la FIFA a tendance à favoriser les organisations collectives, c'est-à-dire les co-organisations, à l'instar et à l'image de ce qu'a fait l'Union européenne, c'est-à-dire l'UEFA, quand il a décidé d'organiser la Coupe d'Europe prochaine dans plusieurs pays d'Europe. Ce sont les éléments sûrs. Dans ce contexte, il y a des échéances. La première et la plus importante, c'est le dépôt de l'intention d'organiser une Coupe du Monde, ça sera l'été prochain. En 2019, il y aura l'examen de dossier, c'est-à-dire d'ici 2019, il y aura l'examen approfondi de l'examen. Et en 2020, il y aura l'attribution de la Coupe du Monde 2026. Cette fois-ci, et ça c'est un élément aussi sûr, c'est que les 209 pays de la FIFA, membres de la FIFA, auront droit au vote. C'est-à-dire ce n'est plus le comité exécutif qui vote, ce sont les 209 pays. Et donc dans ce contexte, évidemment, on est en train depuis un bout de temps de suivre l'actualité, d'avoir des discussions avec les états-majors de la FIFA, en l'occurrence son président, avec les gens de la CAF, le président de l'Asie. Et on va suivre l'actualité, on va suivre les évolutions. Au moment opportun, la décision serait prise par, évidemment, les instances qui ont droit de prendre de telles décisions qui concernent le Royaume du Maroc. Évidemment, comme j'ai dit, on exploite tous les atouts, on développe des relations. Aujourd'hui, on a des relations au top avec M. Infantino, avec M. Hayatou, avec le président de l'Asie. On va continuer notre ouverture sur les autres continents. Ce qui est sûr, c'est que vu le développement qu'a connu notre pays durant les dernières années, le développement dans tous les domaines, que ce soit volet footballistique pur ou les autres domaines parallèles, l'infrastructure, les télécoms, etc. Et puis, d'ailleurs, on l'a prouvé à plusieurs reprises. Le Maroc a organisé la COP22 avec brio et c'était un avis unanime de toutes les personnes dans tous les continents. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les atouts qui nous positionnent pour organiser les grands événements internationaux. Le fait que le modèle aujourd'hui marocain constitue une véritable exception dans la région, en matière de développement, en matière de stabilité, en matière de modèle de gouvernance. Et tout cela, bien sûr, c'est grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Je pense que ça nous donne des atouts exceptionnels pour effectivement se positionner pour une organisation de tout événement à l'échelle planétaire. En tout cas, ce que j'ai dit, aujourd'hui, si j'ai le choix entre faire jouer un match à huis clos et le faire jouer avec un public pour avoir des incidents qui pourraient mettre la vie des jeunes en cause, moi, je préférerais le huis clos. Parce que la vie d'un être humain n'a pas de prix. Les dégâts, aujourd'hui, au niveau, que ce soit matériel, au niveau des biens collectifs ou des biens individuels, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est une prise de conscience. C'est bien sûr, avec le rappel toujours d'un fondamental.
Et je l'ai dit hier d'ailleurs, on ne va pas créer la roue. Le public est indispensable pour organiser un match. Le football sans public, ça n'a pas de sens. Le football, c'est un spectacle comme tous les spectacles. Ça, c'est clair, c'est net. Mais aujourd'hui, sincèrement, il faut se mettre à la place de la maman qui a perdu son fils l'année dernière, un jeune étudiant dans le stade complexe Mohamed V. Il faut se mettre à sa place, cette maman. Le fils qui était un étudiant universitaire et qui est parti voir un match avec ses amis, il n'est pas revenu chez lui. C'est ça ce qu'on ne veut pas dans nos stades. Le problème de la violence, c'est un phénomène social qui interpelle les politiques publiques tout d'abord. Il faut se poser aujourd'hui de véritables questions par rapport à notre système éducatif, par rapport à notre système d'intégration de la jeunesse. Le ministère du sport, avant qu'il s'occupe du sport, c'est un ministère de la jeunesse tout d'abord et du sport. La politique de l'emploi qui permet une véritable intégration des jeunes, qui donne une stabilité, une visibilité aux jeunes. Ce sont les véritables problématiques aujourd'hui sur lesquelles il faut se poser des véritables questions. Par la suite, bien sûr, il y a toutes les mesures techniques, et ça c'est universel. Il faut disposer des infrastructures adéquates, il faut qu'il y ait des tourniquets, il faut qu'il y ait de la billetterie claire, nette, numérotée, des chaises numérotées, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité dans les stades, mais tout cela, ce sont des adaptations techniques importantes, fondamentales, mais ils ne peuvent pas se substituer à l'importance des politiques publiques qui donnent une société sereine et qui assurent la pérennité donc de la cohabitation et d'acceptation de l'autre sans recourir à la violence, qu'il soit physique ou verbale d'ailleurs. Quand on parle des ultras, moi je l'ai dit, c'est ma conviction, les organisations collectives qui demandent et qui mobilisent des dizaines de milliers de personnes, ben, ils sont obligés, comme toutes les autres organisations, de donner et d'afficher leurs équipes managérielles. On ne peut pas être responsable d'un groupe de dizaines de milliers de personnes alors qu'on ne connaît pas le donateur d'ordre et celui qui gère la trésorerie du groupe, etc. C'est-à-dire sans avoir d'interlocuteur légal. Voilà. Mais évidemment, on ne peut pas aujourd'hui faire la corrélation parfaite entre ce qui se passe comme violence dans notre société avec le mouvement des ultras. Moi, je pense que les chances ou pas chances, les élections et la candidature au comité exécutif de la CAF, il faut la mettre dans son contexte global. Tout d'abord, il y a un contexte général de politique stratégique globale. C'est, à mon sens, aujourd'hui, l'Afrique, le continent, il y a quand même un cadre référentiel et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, l'a fixé à deux reprises à l'occasion de deux discours historiques. Le premier, c'était à l'occasion de la COP 22 et le second, c'était à l'occasion du Conseil de la Réunion d'Addis Ababa, de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est bien sûr, c'est de partager une vision avec les fédérations africaines en matière de développement du football, de développement de la jeunesse, et rendre le football un levier de développement et de cohabitation, et permettant de créer des passerelles entre les jeunesses africaines. Évidemment, ça c'est le contexte stratégique global. Le contexte footballistique, le Maroc, c'est une nation de football qui a son mot à dire au niveau du positionnement africain. Le choix, il était clair, soit continuer dans cette même tendance et prendre plus d'écart par rapport à l'institution, et ça c'est le choix simpliste et facile, soit effectivement relever le défi et aller conquérir la décision stratégique au niveau de l'instance CAF. Moi, je pense qu'en tout état de cause, si aujourd'hui je dois parler d'Hervé Renard, bon, c'est pas logiquement mes habitudes, mais c'est un entraîneur auquel j'ai fait confiance, je l'assume cette confiance,
Et je dois quand même faire... je peux répondre. Si aujourd'hui je dois faire le bilan des attaques qu'a reçu Hervé Renard avant, au cours et après donc, la Coupe d'Afrique et par rapport à ses répliques, moi je pense que Hervé Renard, elle était le plus sage de la planète. Hervé Renard m'a jamais signifié de partir ni au Ghana ni en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que lui-même découvrait dans la presse et moi-même. Je suppose que, évidemment, et ça c'est la nature du football, et le monde du football, tout joueur, tout entraîneur, tout manager, il y a toujours des contacts permanents entre fédérations, entre équipes nationales, entre clubs, entre joueurs. Ça c'est la norme du football, mais dans tout cela, il y a des contrats professionnels entre les fédérations et les entraîneurs. Et moi, en tout état de cause, je n'étais jamais donc mis au courant d'une intention quelconque de ce genre. La Botola, il est trop faible. Moi, je ne suis pas d'accord. Il est trop faible par rapport à la Liga espagnole, oui. Par rapport au championnat d'Afrique, non. On est deuxième, troisième en Afrique, notre championnat. Et ça, c'est l'avis des experts. Le football, c'est un cycle. Il faut avoir de la patience, du courage, du travail de tous les jours et de la passion. Il faut travailler. Et seul le travail, d'ailleurs partout, c'est la règle, seul le travail pourra nous récompenser. Maintenant, que le niveau de la Botola ne permet pas d'avoir un joueur au niveau de l'équipe nationale A, ce n'est pas un critère. Vous avez les Brésiliens, ils ont tous leurs joueurs internationaux qui jouent à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que leur Botola est nul. Les Argentins, ils ramènent Di Maria, Messi, Higuaín, etc. Ça ne veut pas dire que leur Botola est nul. Aujourd'hui, il ne suffit pas de sortir des textes. Tout d'abord, la loi 3009 qui oblige les associations sportives à passer en société sportive. Les décrets d'application, ils sont sortis il y a 6 mois. Ils ont mis 2 années pour sortir les textes, les décrets d'application. On a demandé au club d'accélérer le process. Le FUS l'a fait, le WAC l'a fait. Il y a 2 ou 3 clubs qui vont le faire ce mois. D'ici la fin de saison, tous les clubs seraient capables, et c'est ça la différence, de se transformer volontairement en société sportive. Moi, la seule chose que vous ne pouvez pas me demander, c'est d'aller créer des présidents au niveau des clubs. Moi, j'ai une situation, je prends les présidents, par rapport à Bouchati, à Boudrika et à d'autres, etc. On peut inventer ce que vous voulez. J'entends parler de quelques divergences que je ne connais même pas, sincèrement. Avec Boudrika, non, je vais parler de Boudrika. Avec Boudrika, les choses sont très simples. Boudrika, il a fait des déclarations insultant pas ma gestion, ma gouvernance, etc. Il a insulté l'institution. Il a insulté la Fédération royale marocaine de football. Pire que cela, il l'a comparé à des niveaux de bassesse avec la Fédération algérienne. Et il a fait des analogies entre ce qui se passait dans un match organisé par la Fédération avec des situations de guerre en Syrie. Les choses sont très claires. J'ai réuni le bureau fédéral. La décision qui a été prise, c'est d'aller au tribunal, donner l'occasion à M. Boudrika d'exprimer et d'expliquer ses déclarations. Voilà, les affaires marchent bien au niveau du tribunal. Les choses sont claires. Tout un chacun a su. Il y avait déjà un premier jugement. C'est Boudrika a le droit d'aller en appel. Et c'est son droit. On est en état de droit. Les gens doivent mesurer ce qu'ils disent. Ils doivent assumer les responsabilités. On ne peut pas être membre fédéral et président d'un grand club pour tout se permettre. Hein. Il y a des limites, il y a des choses, il y a des logiques. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est juste effectivement de nous donner plus d'éclairage et d'explications par rapport à ça, pour prendre les mesures qui s'imposent.
J'ai fait une assemblée générale pour les bilans 2014 et 2015. Aujourd'hui, on a terminé l'exercice 2016 il y a un mois ou deux. Donc, bien sûr, comme toutes les entreprises de la place, même celles cotées en bourse, ils ont le droit au 31 mars pour déposer leur bilan. Je pense aujourd'hui qu'on a finalisé nos comptes. Juste, Inch'Allah, après le retour d'Addis Ababa, on va passer à l'Assemblée générale pour présenter nos comptes de 2016. Et en tout état de cause, c'est un exercice qui me plaît. Et c'est un exercice où je me retrouve. Et où je me retrouve, sincèrement, il n'y a aucun problème.